Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un homme que le grand public ne voit jamais à l'écran. Et pourtant, sans lui, tant de rôles, tant de visages, tant d'histoires n'existeraient pas. Il est directeur de casting. Depuis plus de 30 ans, il explore les regards, les gestes, les silences. Il cherche, il écoute, il révèle. Il ne façonne pas les carrières, il déclenche les rencontres. Celles entre un acteur et un personnage, entre une voix et un texte, entre un corps et une histoire. Il a travaillé avec les plus grands, Spielberg, Hazanavicius, Iñárritu, Winterberg. Il a casté les films où l'on entend battre le cœur du monde. Mais derrière la technique, il y a l'âme. Il y a une âme, un instinct, une vision du jeu, comme on en voit peu, une écoute. Aujourd'hui, c'est à lui que l'on donne la parole, lui qui passe sa vie à la tendre aux autres. Hervé Jakubowicz, bonjour et merci surtout d'être là avec nous. Bonjour, merci pour cette présentation, c'est très flatteur. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en 2025 ? Es-tu à la bonne place ? Personnellement, est-ce que je suis à la bonne place ? Moi, je crois que devenir, c'est un chemin sans fin, en fait. Donc, je suis à la bonne place aujourd'hui, mais il y a une autre place à laquelle accéder demain, probablement. Tu es né à Lyon, dans une famille d'origine polonaise, un monde entre deux cultures, entre deux langues. Quel souvenir il te reste de ton enfance et à quoi tu rêvais enfant ? Enfant, je pense que je suis passé par pas mal de rêves, si on pense en tout cas en termes de métier, mais je me suis vu cosmonaute ou rockstar probablement. Mais assez vite, en début d'adolescence, je me suis dit non mais en fait c'est le cinéma que j'aime. Et j'ai jamais ensuite changé de route. Le cinéma, le métier qui fait et qui exige une sensibilité extrême, presque animale. Est-ce qu'on est avec la capacité d'écoute dont on a besoin quand on est directeur de casting ou ça s'apprend ? Eh bien, c'est un sujet que j'ai en plus abordé avec une directrice de casting hier et on n'a pas la réponse en fait. Et je sais pas. Je sais pas si je pourrais enseigner ça. On peut apprendre plein de choses au niveau du casting, comment travailler avec les acteurs, travailler avec les agents. Par contre, comment on a l'œil, je sais pas. Je sais pas Cette pourquoi je l'ai. intuition extraordinaire. Tu rêvais de faire du cinéma, mais en tant que comédien ? Non, alors j'ai jamais voulu être comédien par contre. Et donc je n'ai aucune jalousie ou compétition avec les comédiens. Comment es-tu tombé amoureux de ce métier, directeur de casting ? Tu connaissais ce métier enfant ? Alors enfant, je connaissais pas ce métier et c'est un métier qui est assez récent en fait dans l'histoire du cinéma français. Quand moi j'ai travaillé sur mon premier casting comme assistant, je sais pas s'il y avait 5 directeurs de casting en France en fait. Donc même quand on m'a proposé le boulot d'assistant, je ne savais même pas ce que c'était. 30 ans de carrière déjà. Un peu plus, Donc ouais. là, on est de quoi, dans les années On est début 90. Ouais, c'est ouais, ça, ouais. les années 90. Comment es-tu devenu directeur de casting alors ? Eh ben parce une jeune directrice de casting de l'époque qui allait faire son premier long, cherchait un assistant, m'a proposé la mission et je me suis dit, c'est intéressant de travailler avec des acteurs. J'ai aucune idée de comment on travaille avec des acteurs et ça me faisait peur et moi j'adore ça parce que j'adore les challenges. Et je me suis dit, je vais essayer et j'ai eu le feeling tout de suite. En fait, j'ai eu le feeling, j'ai aimé travailler avec les acteurs tout de suite. On a parlé de cette double culture là entre tes deux langues. La Pologne, la France. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Quel talent, quelle ressource ça t'a amené, cette double culture ? C'est dur à mesurer en fait, mais je pense que j'ai toujours eu un regard qui n'était pas franco-français, qui m'a facilement ouvert à l'international. J'ai un immense plaisir à voyager. J'ai une famille quand même de nomades derrière moi et je pense que je suis un des spécialistes des castings à l'étranger dans des pays galères.
C'est-à-dire que s'il y a un film à faire dans un pays improbable, qu'il faut C'est toi envoyer, qu'on c'est moi appelle. qu'on appelle. C'est quoi? C'est grâce à tes origines polonaises? Je Et sais- t'es pas en train de nous dire que la Pologne est un pays égal? Je sais pas, Non. non, plus aujourd'hui. Mais non, 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 mais toujours eu un côté aventurier en parallèle. J'ai même fait de l'humanitaire et d'allier voyage et cinéma, pour moi, c'est parfait. On en parlera de cette envie, ce besoin de transmission euh, un peu plus tard. Le casting, ce n'est pas une méthode, c'est un regard, une intuition. Euh, donc cette directrice de casting qui cherche un assistant, et c'est le début de ta carrière. Euh, Comment tu décrirais ce que... c'est quoi ton métier? Un directeur de casting, c'est quoi la définition? Moi, je trouve qu'un directeur de casting, ça ressemble à un chef d'éco. Sauf que nous, au lieu de chercher des boulangeries ou des chambres d'hôtel, on cherche des boulangers ou des amants dans cet hôtel. Mais je me sens très proche de ça, c'est-à-dire qu'on construit un univers. C'est pas un casting, c'est pas chercher un acteur ou une actrice par rôle. C'est créer un monde crédible où tous les gens semblent être de ce monde-là, avec une esthétique qui doit correspondre à celle du réalisateur. Puis après, on est aussi des diplomates parce qu'on doit faire le pont entre les agents, les producteurs, les distributeurs et les acteurs, etc. C'est ce que j'explique toujours aux artistes qui rêvent de rencontrer les directeurs de casting. J'aimerais parfois leur expliquer qu'il faut désacraliser le directeur de casting parce que vous faites trembler. Les gens veulent vous rencontrer. Quel conseil tu donnerais à un artiste, un comédien qui rêve d'entamer une carrière artistique? Alors déjà, pour contacter un directeur de casting, quels sont les outils indispensables qu'il faut envoyer à un directeur de casting? Si tu balances une annonce de casting et on veut te contacter, quelles sont les erreurs à ne pas faire et surtout, quels sont les indispensables? Alors, je réponds en deux temps, parce qu'il y a deux questions dans ta question. Il y a une chose, on peut aussi écrire à un directeur de casting ou une directrice de casting spontanément. On peut faire des candidatures spontanées, ça se fait et c'est tout à fait acceptable. Il ne faut juste pas en abuser. Pas nous écrire tous les 15 jours non plus. Alors, de quoi on a besoin? On a besoin évidemment d'un CV. Bon, c'est en gros quelle formation vous avez fait et Quelles dans sont quoi vos vous avez joué, compétences? quelles sont vos compétences. Si vous êtes je sais pas, un expert, un guitariste ou un champion de ski, ça peut aussi servir un jour à un rôle. Tout peut servir, c'est ça la beauté du cinéma, c'est que tout peut aider à un moment. On a besoin de photos pour voir votre visage. Pour moi, c'est plus un mémo, c'est plus une ambiance, mais je ne peux pas décider de rencontrer quelqu'un non plus juste sur des photos. Alors les photos, pour entrer dans le détail, moi je pense qu'il ne faut pas non plus en envoyer 50, ça sert à 4, rien. 5 photos. Ouais, même 3, 2 jolis portraits un peu différents, vous avez la barbe, vous n'avez pas la barbe, vous êtes maquillé, vous n'êtes pas maquillé. Et puis une photo en pied pour voir la silhouette. Et puis après, pour moi en tout cas, le plus important, ce qui n'est pas le cas de tous les castings, hein, mais pour moi ça compte, c'est un lien vers une bande démo. Alors justement, la bande démo, le book vidéo, on ne sait plus quoi présenter. Certains payent 2500 € pour avoir une bande démo, d'autres 150 € pour avoir le book vidéo 360 avec 2 intentions. Qu'est-ce que vous voulez exactement, les directeurs de casting? Soyons précis. Soyons précis. Alors, peut-être que chaque directeur de casting va aussi répondre différemment, mais quand même. C'est quoi une bande démo? En fait, il faut se poser déjà la question comme ça. L'erreur que commettent beaucoup de comédiens, alors là je parle déjà des comédiens qui ont déjà tourné, après on parlera de ceux qui n'ont pas la matière pour se faire une démo parce qu'ils n'ont pas encore assez tourné. Vous avez assez tourné, l'erreur que vous commettez souvent, c'est de se dire, en fait je vais faire un deuxième CV sous forme de vidéo. Et donc, vous allez mettre le plus de choses possible. Et ça, c'est une énorme erreur parce que dans ces choses, il y a des choses qui ne sont pas bien. Parce que vous n'êtes pas toujours bien ou parce que le projet n'était pas bien, était mal écrit et ça ne fait pas rêver. Moi, je crois qu'il faut considérer la bande démo comme un outil de drague. Le but, c'est que je tombe amoureux de vous. Et en général, les gens sont malins parce que le premier extrait, c'est le meilleur. Alors, moi, je fais, tiens, comment ça se fait que j'ai jamais rencontré cette personne? Et puis là, ça commence à se remplir de choses qu'il fallait peut-être pas mettre et je commence à douter. Et je commence à faire, Alors, c'est quoi ces choses qu'il ne faut pas mettre? C'est juste des choses, en fait, où on n'a pas très bien joué, où c'est pas au niveau, quoi.
C'est trop amateur ou ce jour-là vous n'étiez pas dedans, ben vous le savez. Pourquoi le mettre en fait? Moi, la seule chose que ça peut déclencher, en général, c'est ce qui se passe. Je vais faire, ouais, bon, je verrai plus tard. Et il n'y a pas de plus tard. Je suis déjà passé à autre chose. Des démos, j'en reçois tellement qu'il n'y a pas de je vais revenir dans un quart d'heure vérifier. Conclusion, la bande démo, 1 minute, pas plus. En tout cas, personnellement, je n'ai jamais atteint 2 minutes. Donc ça donne 1 minute, 1 minute 30. Ça dépend de la qualité de ce que vous avez à proposer. Et soyez malin. Soyez malin et soyez super sévère. C'est-à-dire que si vous vous dites est-ce que je mets ou pas cet extrait, la réponse est non. Si vous vous posez la question, c'est que c'est déjà pas assez bien. Est-ce que vous êtes fier que Steven Spielberg regarde votre démo? Si la réponse est non, alors pourquoi vous me l'envoyez? C'est la même chose. Et après, on peut parler de comment on fait quand on n'a pas la matière, parce qu'on est jeune, on n'a fait que du théâtre, on n'a pas encore assez tourné. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à fabriquer soi-même un extrait. Alors, il faut bien le maîtriser. Il faut ça peut être un monologue, mais vous pouvez aussi faire un dialogue avec un ou une amie comédien. On n'a pas besoin que ce soit super beau, super bien filmé. Il faut juste que je vous voie et que je vous entende. Mais enfin, ce sera plus parlant qu'une photo. On va se rendre compte de l'âge, de la voix, de plein de choses. Et des qualités d'acteur. Et les qualités d'acteur. Aïe, 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 on va t'en poser des questions. D'après toi, certains disent le talent n'existe pas, ça se travaille. Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase? Moi, je pense que comme dans tous les métiers, il y a des gens qui ont un immense talent, mais ceux qui ont réussi, ils ont travaillé. Il y a des gens qui ont peut-être moins de talent, mais qui ont beaucoup travaillé et qui y arrivent aussi. Donc le talent, c'est super, pas quand on se repose dessus. Moi, je crois qu'il y a une énorme erreur qui est commise par les comédiens, c'est de croire que tout le monde peut être comédien. C'est un métier, ça se travaille. Et il y a une énorme compétition, c'est la jungle. C'est la jungle, 30 ans de carrière. Tu as démarré, on a, je pense, démarré en même temps quand il y avait effectivement 4-5 directeurs de casting. Aujourd'hui, c'est une démocratisation absolue, apparaissent des directeurs de casting un peu partout. Et en même temps, il y a de plus en plus de travail. Est-ce que c'est une info, une intox? Parce qu'on a l'impression avec Amazon Prime, avec Netflix, avec l'international, les séries télé. Que peux-tu me dire du marché actuel? Oui, alors il y a probablement plus de travail, en tout cas en forme de diversité qu'il y a 30 ans. Plus de travail, j'en sais rien. On a pris cher avec le Covid quand même. Ça a freiné le cinéma à un moment donné. On a des problèmes économiques et politiques qui font qu'aujourd'hui, monter un film, c'est pas si facile. C'est pas que la quantité à un moment donné aussi. C'est-à-dire dans quelles conditions on travaille. Il y a peut-être aujourd'hui, parfois, on va nous dire est-ce que c'est faisable en 4 semaines quand en fait, il y a 20 ans, on avait 8 semaines pour faire le même boulot. Et que les acteurs peut-être auraient été mieux payés. Donc c'est pas juste la quantité de films qui se fait qui compte. Ce qui est intéressant aussi, c'est la méconnaissance du métier du directeur de casting. Tout à l'heure, tu nous racontais comment tu es en contact avec la production. Tu as une vraie pression de la production, parce que vous-même, les directeurs de casting, on vous voit comme comme si c'était vous qui décidiez vraiment. Vous proposez. Oui, on est des gros influenceurs, quand même. C'est-à-dire qu'on peut... On peut vraiment pousser dans une direction ou dans l'autre, mais on n'aura jamais le dernier mot. Qui a le dernier mot? Ça dépend des projets, mais quand même en France, ça reste en général le réalisateur. Ah, le réalisateur, ouais, et non pas la production. Sous influence quand même de la production, mais surtout aujourd'hui des distributeurs ou des plateformes qui ont une énorme influence aussi. C'est un rapport de force entre tout le monde en fait. Est-ce que si c'est un jeune réalisateur qui fait son premier film, c'est pas pareil que si c'est un Jacques Audiard qui a pris des Oscars, des prix à Cannes et qui, quand il dit quelque chose, il est écouté. Tu as enchaîné les tournages. Là, en ce moment, tu es sur un gros casting, on peut le dire? On peut le dire. Je peux pas en dire grand-chose. Ça s'appelle Quasimodo, c'est avec Vincent Cassel. Et le réal? Et c'est Jean-François Richet qui réalise. Gros casting. Oui. Gros casting à l'international ou... Je peux pas on se tait. Quelle est ta plus belle rencontre? Est-ce que tu as un souvenir d'un casting qui t'a marqué? Ouais, j'en ai même plusieurs. Alors si je dois en choisir qu'un, peut-être le plus dingue, parce que ça a commencé dingue et ça a été dingue jusqu'au bout, c'est Babel de Iñárritu,
où j'ai fait. Alors c'est un gros film international qui s'est tourné au Japon, au Maroc et aux États-Unis, au Mexique. Moi, j'ai fait toute la partie marocaine. Et ça a été une série d'aventures dingues avec pour moi, je considère un des plus grands réalisateurs actuels. Donc voilà, s'il faut en garder un, ce sera celui-là. Est-ce que tu as la sensation d'être passé un jour à côté d'un big talent que tu aurais pu... Raté? Ouais. Je crois pas que ce soit possible. Je crois que j'ai trop l'œil en fait. Ah Non, tu sais, je te raconte une anecdote sur Babel. Mon premier jour, ma première mission sur Babel, pour ceux qui ont vu le film, c'était de trouver l'enfant qui va tirer au fusil sur Cate Blanchett. Ça, c'est ma première mission. Il y a 40 autres personnages, mais moi, je suis là que pour cet enfant-là. Et ça peut être 6 mois de boulot. Sur un enfant de quel âge alors? Il a, de mémoire, il a 10 ans. Okay. Et avec un réalisateur aussi exigeant, tu peux voir 5000 enfants. Okay. J'arrive au Maroc avec un copain que j'ai embarqué dans l'aventure. On me donne un chauffeur, un traducteur, une carte de la région de Ouarzazate et on me dit tu veux aller où? Et je choisis un village au hasard. Okay. On arrive dans le village, il y a 30 gamins qui courent sur moi et je fais putain, il est là. C'est lui, je le vois, il est là dans le groupe des gamins. Il n'a pas encore joué. Alors peut-être je peux me tromper parce qu'une fois qu'il va jouer, ce sera une catastrophe. Non, le gamin, il est extraordinaire. Il était là et je l'avais repéré direct. C'est pas pour dire je suis incroyable. Non, parce c'est que ça un le bon métier, directeur de c'est casting, l'intuition. voilà, c'est l'intuition, mais c'est un œil. Il avait une lumière, il avait quelque chose. Après, on a découvert que ce petit garçon avait perdu sa maman 3 mois plus tôt, donc il était habité d'un truc particulier. Et pour finir l'anecdote encore plus loin, Iñárritu, lui, était en repérage en même temps, avait choisi le même village que moi, mais sans qu'on le sache, et il débarque à ce moment-là. Et je vais le voir, et je lui dis, on ne se connaissait pas, c'était mon premier jour de boulot. Je lui dis, Alejandro, j'ai trouvé l'enfant. Et j'ai vu sur son visage, il a fait, ok, ce mec est dingue, je le remets dans l'avion ce soir, il rentre à Paris. Il m'a fait un peu de mauvaise humeur, il est où? Fais voir le gamin. On était dans la rue, c'était sur un trottoir. Et il me dit, ouais, t'as raison. Il l'essaye, il joue avec lui, il me dit, il est incroyable. Et cerise sur le gâteau, ça je ne le savais pas, il avait dit à son maquilleur, une fois qu'on aura trouvé l'enfant, on lui mettra une cicatrice sur le front. Et l'enfant avait la cicatrice en fait. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire tous les autres rôles et à rester au Maroc pendant 3 mois à caster Babel. La magie du cinéma. Parfois la magie du cinéma. Et parfois c'est un boulot de dingue. Là j'ai eu du bol en même temps. Justement, cette intuition dont tu parles, après 30 ans de carrière, ça me rappelle des mecs comme Bruno Berberes, qui est un grand directeur de casting sur The Voice, sur des comédies musicales qui durent depuis 30 ans et qui parlaient d'intuition. L'intuition, ça se développe, selon moi. Qu'en penses-tu? Moi, je crois qu'en tout cas, ce que j'ai découvert, mais même au-delà de mon métier, même quand je voyage ou pour différentes raisons, j'ai appris à faire confiance à mon intuition. C'est-à-dire peut-être je l'ai toujours eu, mais des fois on se dit ouais, mais non, quand même, il faut vérifier. Et aujourd'hui, je vérifie plus, je me crois. La force de l'expérience. Oui, la force de l'expérience. Et des succès. Tu as travaillé avec des réalisateurs immenses. Tu viens de le citer, même Spielberg. Comment tu crées une relation de confiance entre un metteur en scène, un réalisateur et toi? C'est pas si évident que ça, parfois. Ça dépend comment on est amené sur le projet, c'est-à-dire qui a fait qu'on est sur ce projet. Si c'est un réalisateur qui a entendu parler de moi parce que j'ai fait ci. Par exemple, j'ai fait un très joli film avec Michel Hazanavicius juste après qu'il ait fait The Artist. Il avait eu les Oscars, il pouvait faire un film ambitieux et il a décidé de faire un film sur la guerre en Tchétchénie, etc. Et il a fait appel à moi et il y avait justement sur son bureau le DVD de Babel. Donc, je pense que ça a joué. Et donc, il y avait un contrat de confiance qui était là pour ça. Et puis, des fois, il faut leur prouver qu'on travaille bien et amener... Mais au bout d'un moment, on a un CV quand même. Qu'est-ce qui change quand tu travailles en France ou à l'international, dans ton métier en tant que directeur de casting, quand tu travailles avec des Espagnols ou là, on a reçu une comédienne cubaine qui nous parlait justement de comment ça se passe le cinéma à Cuba ou le théâtre et que les artistes à Cuba restent des anonymes comme toi et moi et qu'elles n'étaient pas habituées à cette starification. Qu'en est-il pour ton métier? Quelles sont les différences à l'international ou en France? Alors,
Ça va dépendre des pays. C'est-à-dire évidemment, le plus courant de nos partenaires, c'est les Américains, parce qu'ils sont riches et qu'ils ont les moyens de venir tourner en France. Et là, en général, surtout quand tu bosses pour quelqu'un comme Spielberg, j'ai fait Munich par exemple, il y a plusieurs directeurs de casting venant de plusieurs pays. Et là, tu n'es même pas en contact directement avec lui, il y a des intermédiaires, c'est des grosses machines. Et avec beaucoup de moyens, donc en fait, tu peux chercher ce qu'il y a de mieux et tu as le temps pour chercher en général. Et puis, j'ai fait par exemple un casting à Bangkok et les acteurs que je rencontrais, parce qu'ils ne peuvent pas tourner beaucoup, ils sont aussi chauffeurs de taxi et ils ont un deuxième boulot à côté. Tu vois, donc ça dépend international. Parce que quand on pense international, on se dit toujours le cinéma américain, mais il y a aussi aller travailler à Bangkok. Et il y a aussi aujourd'hui beaucoup de projets européens. C'est très intéressant parce qu'on est à la fois très similaires, parce que ça reste l'Europe, et en même temps on a tous nos petites différences culturelles, nos façons de travailler, mais c'est ce qui est beau, cette richesse-là, quoi. Est-il indispensable aujourd'hui pour un comédien de parler plusieurs langues, selon toi? Moi, je crois que c'est surtout un énorme atout. Aujourd'hui, les plateformes, notamment, développent beaucoup de projets parce que leur public n'est pas franco-français, leur public est international. Donc, c'est très fréquent aujourd'hui d'avoir 4 Français, 3 Allemands, 2 Espagnols et un Polonais dans le casting. Et en général, ça se tourne en anglais. Donc, l'anglais devient une langue majeure. Moi, je trouve que c'est dommage de négliger l'anglais quand on est comédien aujourd'hui. Ça ouvre des portes. Qu'est-ce qui a changé en 30 ans de métier? Tu dis que c'est la jungle, on va en effrayer plus d'un, mais... Non, mais il faut juste le savoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver tout nu dans la jungle. Il faut arriver armé, quoi. Armé. Ben ouais. Et d'après toi, armé grâce Les à quoi? armes, La connaissance? Moi d'abord, à nouveau, je vais me répéter, c'est un métier. Ça s'apprend dans des écoles. Il y a de la technique et la pression, parce qu'il n'y a pas que le tournage. Il faut justement passer par moi ou d'autres. Et l'épreuve du casting, c'est une sacrée épreuve. Et quand on arrive les mains dans les poches sans savoir comment ça se passe, c'est très difficile. C'est déjà très difficile pour des gens confirmés. Donc quand on commence le casting et jouer la comédie, c'est difficile. L'enseignement, la transmission. Les directeurs de casting, pour vous connaître, je sais que vous avez un truc en commun et c'est rigolo parce que vous effrayez les artistes alors que vous êtes dans une réelle bienveillance, vous aimez les gens, vous les écoutez et tu as ce souci de transmission. Le casting, c'est ton truc et tu as même imaginé une formation pour accompagner ces artistes et leur donner les clés pour réussir le casting. Ça s'appelle Masterclass. Exactement. Ça s'appelle Raconte-moi. Action, Masterclass, ça s'appelle Action en fait. Et l'idée au début, c'était de faire un livre en me disant je vais rassembler plein de choses que je connais sur le casting, etc. Et je me suis dit oui, mais à un moment, pour expliquer comment on travaille avec un comédien sur une feuille de papier, c'est pas évident. Et donc, c'est de là qu'est née l'idée de créer une masterclass sous forme de vidéo, où je mets en scène des comédiens sur des scènes qu'on a préparées, que j'ai écrites, et je leur fais commettre toutes les erreurs qui sont commises en casting. Ensuite, je montre les erreurs, et ensuite, je montre comment on aurait pu anticiper ces erreurs pour ne pas les commettre en casting, et ce que donne la scène une fois qu'elle est réussie sans les erreurs. Donc il y a 8 heures de vidéo qui abordent tous les sujets, toutes les questions que les comédiens se posent, comment on fabrique une self-tape, comment on se présente à un directeur de casting, est-ce qu'il faut un agent, etc. Enfin, je ne peux pas résumer toutes les questions. Comment on travaille un texte d'époque, par exemple, quel costume on met, est-ce qu'il faut se maquiller pour une femme ou pas, est-ce qu'il faut arriver un peu en avance, pas trop en avance, et puis surtout, comment on travaille une scène pour un casting, parce que ce n'est pas tout à fait comme préparer une scène pour un tournage. Quand on fait un tournage, on va faire et refaire la scène jusqu'à ce qu'elle soit bien. Et en casting, on a 3 prises en gros. Il y en a qui bossent en 2, il y en a qui bossent en 4, mais en gros, on a 3 prises. Et le but, c'est pas de réussir la scène. On est en casting. Le but, c'est que je vous comprenne. Donc, on va explorer des choses différentes à travers un texte, en fait. Ça, c'est très spécifique au casting et j'en parle beaucoup et je montre comment ça marche. Voilà, par exemple. Le savoir, c'est le pouvoir. Grâce à cette masterclass action, tu nous mets toutes les situations possibles, imaginables, pour pouvoir maîtriser le casting. C'est pas rien. Quelles sont les erreurs que tu vois régulièrement à éviter? En fait, 2-3 erreurs. Alors 2-3, pour moi la plus courante parce qu'elle est intéressante et elle est très 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 fréquente, c'est par exemple de se dire qu'on a bien bossé notre texte. Voilà, je sais mon texte.
Honnêtement. Et en fait, non. Et en fait, non, pour différentes raisons. Parce que si tu sais ton texte assis dans ton canapé tranquille, ouais, tu le sais. Puis là, Hervé rentre dans la pièce. Et là, c'est plus pareil. Parce que là, tu as le trac. Parce que là, il y a l'enjeu du casting. Et là, ce texte que tu maîtrisais bien, que tu croyais savoir à 100%, il vient de passer à 90 ou 80. Et puis, à quelle vitesse tu avais travaillé ton texte? Et en général, Hervé, il fait, on peut aller plus vite, on peut coller les répliques, on peut mettre de l'énergie. Et tout d'un coup, tu le savais tranquillement à 50 km/h. Et là, je viens de te lancer sur une route enneigée à 90 km/h. Et ce texte que tu croyais savoir bien, tu le sais pas si bien. Et je pense qu'il y a, je pourrais dire sans exagérer, je pense qu'il y a pas loin d'un comédien sur 2 qui rate son casting à cause de ça. Ce qui est énorme. Énorme. Et le manque de... La deuxième chose que je vois beaucoup, c'est le manque de souplesse. C'est-à-dire que plus on travaille sa scène, plus on perd de la souplesse. Donc, j'explique aussi comment travailler pour ne pas perdre la souplesse, parce que le casting va te demander autre chose. Que ce soit bien ou que ce soit pas bien. C'est ce qu'on essaie de transmettre aux artistes, cette complexité et cet équilibre entre ce sérieux et ce lâcher-prise aussi, pour permettre aux artistes de révéler leur singularité. Je crois qu'on lâche pas prise si on maîtrise pas l'objet derrière et la technique en fait. Directeur de casting, ça veut dire que de nombreux artistes disent « Ah, j'ai une rencontre qui a changé ma vie, c'est celle avec Hervé ». Qu'en est-il pour toi? Est-ce qu'il y a une rencontre qui a, dans ta vie professionnelle, bouleversé ta vie? À travers les comédiens? Alors, j'ai une anecdote qui m'a transformé mon regard par rapport au travail des émotions, parce que j'ai aussi fait du casting sauvage, c'est-à-dire ce qu'on appelle casting sauvage, qu'ils appellent street casting en anglais, c'est d'aller chercher des amateurs pour un projet. Pour différentes raisons. Là, en l'occurrence, c'était justement pour le film de Michel Hazanavicius où j'avais besoin de trouver des Tchétchènes. Il n'y a pas d'acteurs tchétchènes. Et donc, je suis vraiment allé faire du casting sauvage dans les montagnes de Géorgie avec des vrais Tchétchènes. Et j'avais une scène très difficile, très émotionnelle, parce que ça parle de la guerre. C'était une femme qui racontait ce qu'elle avait vécu. C'était terrible, et voilà. Alors donc déjà c'est difficile à faire, déjà pour une comédienne, mais en casting sauvage c'est encore plus dur. Et là tout d'un coup j'ai une femme qui me fait le truc, qui a pris ces 2 pages de monologue, c'est pas rien. Et elle me balance le texte, mais au lieu de pousser comme auraient fait plein de gens dans l'émotion parce que je raconte des choses terribles sur la guerre, non, elle a voulu rester digne et pas craquer. Sauf que je voyais que c'était quelqu'un qui avait vécu des choses fortes dans sa vie. Et l'émotion montait malgré elle. Elle était presque en colère contre elle que l'émotion monte parce qu'elle ne voulait pas craquer. Et donc, elle retenait ses larmes là où une comédienne aurait peut-être poussé les larmes. Et ça m'a complètement transformé parce que c'était tellement fort que je me suis dit, mais la force des émotions, elle est là. Et il y a souvent, je trouve, de la part des comédiens, je le dis sans méchanceté, mais quelque chose d'un petit peu exhibitionniste. Regardez comment je souffre, regardez ce qui m'arrive, alors que dans la vie, on est pudique. Quand tu dis fort, est-ce que c'est même vrai, la bonne parole, parce qu'elle sonne vraie? Oui, probablement, parce que d'abord c'était une vraie dame, c'était pas une comédienne, et puis effectivement, nous ce qu'on recherche toute la journée, c'est que ça fasse vrai. On recherche la vraie vie. Est-ce qu'il y a un secret, justement, pour atteindre cette justesse? Elle est dure cette question. Alors un secret non, par contre des techniques oui. Il y a des façons d'atteindre ce réalisme et de ne pas tomber, d'ailleurs j'en parle dans ma masterclass, il y a des pièges à éviter, des effets à éviter, ou par exemple ce qu'on voit, alors ça dépend aussi des projets, moi je fais du cinéma exigeant, après en télé on voit bien des fois qu'ils vont pousser dans certains clichés, comment on joue le flic, ou le médecin ou l'infirmière. Et moi, je suis à l'inverse de ça. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas comment on joue un flic. C'est quel flic tu as envie d'être, par quoi il est traversé, c'est quoi sa vie à ce flic. Et ça, c'est une grande différence entre le cinéma et la télé, mais c'est des choses qu'il faut comprendre quand on va à un casting. C'est des questions qu'il faut se poser. Nous avons reçu Louis-Karim Benati, qui a fait premier rôle Fabien Cosma, qui nous parlait de ces périodes de creux où il touchait même la misère. On a reçu Sagamore Stevenin, tant d'artistes qui nous racontent cette vie en dents de scie, cette vie parfois précaire. Quel conseil tu donnerais à des artistes qui entament une carrière artistique, qui veulent réussir à vivre de leur métier? Je ne te dis pas de devenir célèbre comme Omar Sy, parce que ça, il y en a un ou deux, mais c'est quoi le secret
pour être un artiste et vivre de son métier? Je te dis pas devenir célèbre, Non. vivre De toute de façon, il son n'y a pas de métier. règle pour devenir célèbre. Je ne vais pas me lancer là-dedans. Par contre, je pense que moi, je vois beaucoup de comédiens. Enfin, je vois deux types de comédiens. Je vois des comédiens qui attendent que leur téléphone sonne, et je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut aussi se créer son activité. Ça peut être en participant à un collectif, en montant soi-même une pièce de théâtre, en écrivant soi-même un scénario dans lequel on va jouer de court-métrage, mais en créant soi-même aussi son activité, et pas être toujours dans le désir des réalisateurs ou des castings et de ne pas attendre désespérément, parce que ça, c'est très dur. Après, je pense on est dans des métiers difficiles, on est intermittent, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Même nous, techniciens, il y a des hauts et des bas, et des périodes plus ou moins creuses, et des gens qui désespèrent, et des gens qui finissent par arrêter. C'est des métiers difficiles, je crois que c'est vraiment des métiers de passion. Donc il faut aussi, pour tenir mentalement, il faut aimer ça. Si c'est juste une petite lubie comme ça, je crois que c'est trop violent pour y aller. Il n'y a pas de plan B souvent pour les artistes. Être un artiste, c'est mettre justement ses émotions au service d'histoire. Et pour découvrir ses talents, toi, tu es un directeur de casting insatiable. Est-ce que tu travailles avec la self-tape, cette fameuse self-tape dont tout le monde parle en ce moment? 30 ans de métier, tu fais du casting sauvage. Je t'ai rencontré sur des scènes ouvertes. Tu es curieux. Tu vas à la rencontre de jeunes artistes. C'est ce qu'on conseille toujours ici sur Casting Call. Allez au concours GOAT, allez sur les planches de l'ICAR, le festival Nikon. Alors, pour ou contre la self-tape? Je crois que la question ne doit pas se poser comme ça. C'est comme si on disait pour ou contre le 21e siècle. Voilà, donc la réponse est déjà là. Merci pour ce clash. Mais oui, parce que en fait, on a un problème en France avec la self-tape. Il y a une résistance. Les agents, les acteurs, même certains directeurs de casting, il y a une résistance. Moi, j'ai fait des self-tapes depuis que l'outil existe. Parce qu'à un moment donné, c'est le mois de juillet qui arrive, c'est le festival d'Avignon, je fais un casting à Paris, tu peux pas venir au casting parce que tu es à Avignon. Et à un moment, il y a eu Internet et des petites caméras, et j'ai fait, si tu veux, tu te filmes. Ça s'appelait comme ça, la self-tape au départ. Si tu te veux, tu te filmes. C'est juste ça. Et on en fait tout un truc. Sauf que les technologies se développant, effectivement, je l'ai développé. Moi, je fais de l'international. Je n'ai pas tout le temps de faire le tour du monde. Ça coûte très cher et c'est long de faire le tour du monde. Donc, à un moment donné, j'ai fait un casting avec Thomas Winterberg d'un film qui s'appelle Kursk sur le sous-marin russe qui a coulé en l'an 2000. On a casté de Los Angeles à Mexico jusqu'à Sydney, partout où il y avait des Caucasiens. Donc, on a fait l'Ukraine, Israël, toute l'Europe, etc. J'ai pas le temps en 3 mois de faire tous ces pays. Donc évidemment que je vais faire en self-tape. Si demain Christopher Nolan fait un film en France, ils vont le faire en self-tape sur la première étape. Donc la question ne se pose pas. Oui, il faut se mettre à la self-tape, sinon vous ne serez pas dans le game. Raconte-nous comment tu travailles. Tu as une équipe, tu es solo, comment ça se passe? Ça dépend des projets. Un casting, on peut parfois le faire tout seul, parfois on a besoin d'un assistant. Là, le film auquel j'ai fait allusion, que je suis en train de finir, on était 2 directeurs de casting parce que c'était un gros projet, même quasiment 3, je pourrais dire. Parce que entre le temps, le budget et le nombre de personnages, parfois il faut des grosses équipes. Il n'y a pas de règle en fait. Il y a des gros projets américains. J'ai fait une série pour Park Chan-wook qui partait de New York pour HBO. Il y avait en plus de New York un casting australien, un canadien et un européen. C'était moi. Et voilà, il n'y a pas de règle là-dessus. Tu sais que les artistes se posent beaucoup de questions. Depuis peu, les comédies musicales cartonnent en France et les artistes pluridisciplinaires sont de plus en plus présents. Hier encore, on me demandait, je suis artiste pluridisciplinaire, j'ai fait une école de chant, de danse et de comédie. Est-ce que tu crois que je peux me lancer dans le casting cinéma ? Alors, sur le principe, pourquoi pas. Si en termes de jeu, c'est bien, oui. Ce que moi, j'ai vu souvent d'artistes pluridisciplinaires qui étaient un peu talentueux dans tout, mais qui n'avaient pas adapté leur jeu au cinéma, qui est un jeu, c'est pas la même chose que d'être sur les planches, et encore moins le jeu des comédies musicales. Moi, surtout, ce que je recommande, c'est un peu pour ça aussi que j'ai créé ma masterclass en ligne, c'est que il faut faire attention, quand vous allez au casting, d'être sûr que vous êtes prêt. Parce qu'on n'a pas de chance, par contre. Quand je dis c'est la jungle, c'est ça. C'est-à-dire que si moi, je vous donne votre chance, c'est-à-dire la chance de vous rencontrer, qu'on travaille ensemble pendant une demi-heure, et que vous êtes complètement à côté de la plaque, alors que j'arrive pas à rencontrer tout le monde,
pourquoi je vais reprendre le risque de vous revoir? C'est pas punitif, hein, c'est juste qu'on n'a pas le temps. Donc, moi, surtout, ce que je conseille aux gens, et là, parce que là, je ne peux pas avoir la réponse, elle est individuelle, est-ce que cette personne est prête au casting? Mais en tout cas, posez-vous la question. Moi, je vois des gens arriver trop vite. Ils ont envie, donc c'est normal. Et ils démarchent trop vite, ils ne sont pas prêts et ils grillent des cartouches. Oui, il y a plus de directeurs de casting qu'avant, mais il n'y a pas un nombre infini. Donc, à chaque fois que vous passez à côté d'un casting, vous fermez une porte. La raison aussi de cette masterclass, c'était justement quand vous allez à un casting, il faut laisser une belle empreinte. Il faut que en fait, vous aurez le rôle, vous n'aurez pas le rôle, on ne sait pas. Par contre, il faut que le casting ait envie de vous rappeler et de vous rappeler et de vous rappeler. Et ça, c'est hyper, c'est le plus important en fait. Où est-ce qu'on retrouve toutes tes actualités, tous tes castings et surtout cette masterclass? Où est-ce qu'on peut la télécharger, l'acheter? Alors, la masterclass est en ligne sur un site qui s'appelle Kajabi, mais là, vous donnez on va l'adresse. tout mettre sur notre Elle article. existe aussi en version, d'ailleurs, sous-titrée anglais pour ceux qui ne parlent pas bien français. Et concernant tes castings, comment savoir? En fait, les gros projets font pas de pub. Parce que d'abord, ils sont très confidentiels en général. Il y a des projets, quand je bossais pour Spielberg, on n'avait même pas le droit de dire que c'était Spielberg. C'est-à-dire que c'était des fausses scènes pour un faux projet. Donc, on va rarement faire des petites annonces sur ce genre de projet, d'où l'importance d'avoir un agent à un moment donné de la carrière. Mais quelle introduction! Nous allions terminer sur l'agent est-il indispensable? Je lis dans tes pensées. Cette intuition, définitivement. Non, mais en fait, oui. L'agent est-il indispensable? À une étape de carrière. Je pense que quand on commence, on est dans des écoles, on met le pied dehors, on commence à voir comment ça se passe. Après, avoir un agent très vite, tant mieux. Hein. Ne crachez pas dans la soupe. Même si c'est un petit agent, je pense qu'il vaut mieux un petit agent que pas d'agent. Oui, c'est indispensable à un moment donné parce que où est-ce qu'on fait, si je parle vulgairement, où est-ce qu'on fait nos courses? C'est où est-ce qu'on cherche? Dans quel magasin on rentre? Dans quelle vitrine on regarde? C'est celle des agents. Il faut être dans des vitrines pour qu'on vous trouve. Sinon, c'est beaucoup plus long et difficile. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas le travail, hein, d'aller chercher à l'extérieur, aller chercher des gens qui n'ont pas d'agent. Mais c'est déjà une deuxième étape. La première étape, c'est quand même en général chez les agents. Alors là, tu es sur Casting Call. Je pense que ton Instagram va exploser. Est-ce que tu réponds aux personnes qui t'écrivent sur Instagram? Parce qu'on dit beaucoup aux artistes, travaille ton personal branding, soit sur les réseaux sociaux, mais ne parle que de ton métier artistique, et contacte les directeurs de casting, réalisateurs. Qu'en dis-tu? Alors moi j'essaye par politesse de répondre, mais c'est assez chronophage. On m'a dit que j'étais un des rares en fait à répondre. C'est pas non plus parce qu'on vous répond pas qu'on n'a pas vu le message et qu'on n'a pas regardé votre démo. Mais ça prend du temps de répondre. On reçoit énormément d'emails, de messages sur Insta. On est vraiment pas harcelé parce que le mot est négatif, mais submergé. Voilà le mot que je cherchais. On est submergé, mais moi j'essaie toujours de répondre dans la mesure du possible. Donc oui, et pour répondre à la deuxième partie de la question, oui, il faut quand même soigner son image. Moi, je trouve qu'il faut être prudent avec les réseaux sociaux de ce qu'on poste. Je vois des gens qui mettent leur opinion politique ou etc. Et à un moment donné, c'est pas ça que, par exemple, un distributeur cherche. Vous pouvez vous griller. Oui. On a connu beaucoup d'histoires comme ça, de rôles qui ont été retirés à cause... Oui, parce que, je ne sais pas, TF1 ou Netflix n'a pas envie que... c'est même pas qu'ils sont pour ou contre votre opinion politique, c'est pas le sujet du film. Alors après, c'est chacun fait ses choix de vie, hein, mais voilà, faut en avoir conscience en tout cas. Hervé Jakubowicz, qu'est-ce que tu dirais à ce jeune garçon, ce jeune adolescent qui rêvait de cinéma? Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu parles de moi. Je dirais, vas-y et sois moins timide. J'étais timide au début. Et à un moment donné, il faut y aller. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai quand même fait un chemin, hein, mais parfois, je n'ai pas osé peut-être à certains moments pousser encore un peu plus loin, un peu plus vite les choses. C'est ce qu'on va conseiller à tous les artistes qui nous écoutent. On va vous mettre le lien de cette fabuleuse masterclass Action. Merci Hervé. Merci. Et tiens-nous au courant de tes castings, même s'ils sont confidentiels. D'accord. À bientôt. À bientôt.
Ooh.